C'est aujourd'hui que commencent les travaux de la commission spéciale du Parlement concernant le démantèlement de la banque Dexia. Pour en parler, notre commissaire à nous, Dominique Berns. Bonjour Dominique. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous vous avez passé un bon week-end? Excellent. Magnifique. Alors on entame cette semaine un peu sur les chapeaux de roue, en tout cas concernant cette commission. C'est le sujet de ce 11h02. Tout de suite, première question de Lisa. On sent les internautes aussi un peu dubitatifs par rapport à ce genre de commission. C'est vrai qu'on en a déjà connu pas mal et dans tous les domaines. Alors Lisa, de vous demander qu'attendre d'une telle commission, sinon des blabla comme d'habitude, et de bonnes recommandations qui de toute façon ne seront pas appliquées. Elisa de poursuivre en disant: Dexia avait-elle retenu les leçons de la crise de 2008? Non. Blateau aussi. Croyez-vous, vous, monsieur Berns, à ce genre de commission? Alors, qu'attendre de cette commission, et peut-on y croire, et peut-on aller au-delà, entre guillemets, comme dit Lisa, de blabla et de bonnes recommandations qui de toute façon ne seront pas appliquées toujours selon Lisa? Il ne faut pas être toujours aussi négatif sur les commissions parlementaires, qu'elles soient spéciales ou commissions d'enquête. Certaines sont effectivement suivies des faits. La commission Bösigen a donné certains résultats. Donc la commission qui avait été installée suite à l'accident de chemin de fer. Dans ce cas-ci, d'abord il faut rappeler qu'il est tout à fait normal qu'une commission parlementaire se penche sur le cas Dexia. Pourquoi? Compte tenu de l'investissement, du sauvetage, des deux sauvetages par l'État, par les États, mais notamment par l'État belge. Donc il est tout à fait normal que les parlementaires se posent la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé chez Dexia, qu'est-ce qui a fait qu'on a dû intervenir à 2 reprises pour sauver le groupe Dexia, donc en 2008, puis à nouveau réintervenir donc tout à fait récemment, en octobre dernier. L'État belge avait injecté de l'argent, les 3 États avaient injecté 6,4 milliards en 2008, l'État belge cette fois-ci a garanti les dettes du groupe Dexia à hauteur de 54 milliards d'euros. Je pense que les chiffres doivent être répétés. 54 milliards d'euros, c'est un septième de la dette publique belge. Si d'aventure ces garanties devaient être activées, on verrait la dette publique belge exploser. On se trouverait dans une situation qui n'est pas irlandaise, mais qui s'en rapproche. Donc, c'est tout à fait légitime que les parlementaires, au nom des citoyens, se demandent qu'est-ce qui s'est passé chez Dexia. Le débat qui a opposé les parlementaires il y a 15 jours, il y a une bonne semaine, c'est de savoir s'il fallait une commission d'enquête, ce que réclamait notamment Écolo. Ce qui n'est pas le cas. Ou une commission spéciale, ce qui n'est pas le cas, dont les pouvoirs d'investigation sont moindres. Est-ce que vous pouvez brièvement peut-être expliquer la différence entre une commission spéciale et La commission spéciale, pour être simple, a plus de pouvoirs d'investigation. Elle peut aussi décharger certaines personnes, notamment des régulateurs ou des gens de l'administration, elle peut les décharger de leur secret professionnel. Elle ne peut pas les obliger à révéler ce qu'ils savent, mais elle peut leur demander de témoigner, et s'ils vont au-delà, s'ils brisent le secret professionnel, ils ne peuvent pas être poursuivis, alors qu'une une simple commission spéciale, ils ne peuvent pas le faire. C'est la différence. Donc voilà, elle a plus de pouvoir. Maintenant, certains disent, si celle-ci n'aura peut-être pas assez de pouvoir pour aller au fond des choses, on verra. Les parlementaires qui ont voté, notamment le CDH, qui a voté j'ai parlé avec Catherine Fong, c'est pour ça que je cite le CDF, qui a voté la commission spéciale et pas la commission d'enquête, dit on pourra toujours passer une commission d'enquête si le besoin se fait sentir. On verra si les parlementaires tiennent leurs promesses. Mais en tout cas, il faut aller au fond des choses. D'accord, aller au fond des choses, et les parlementaires se donnent 3 mois, puisque la commission va durer 3 mois. Alors d'emblée aujourd'hui, on va entendre plutôt ce qu'on peut appeler les hommes forts du groupe, puisqu'il y a le patron du groupe, Monsieur Mariani, et le président du CA, Jean-Luc Dehaene, qui sont entendus. Flappy vous demande que risquent réellement ces gens, ces 2 personnes. Si par hasard il était avéré que leur mauvaise gestion entre guillemets avait précipité le groupe, et GG nous dit cela aussi, si les choses ont continué chez Dexia après le départ de l'ancien PDG, c'est que le problème n'est pas là, il est essentiellement au niveau des cadres et des cadres supérieurs, motivés, dit-il entre guillemets, par leur carrière et les bonus, et qui présentent à la direction tout et n'importe quoi. Un souci de cadre, donc voilà. D'abord peut-être Monsieur Mariani et Monsieur Dehaene éventuellement. Effectivement, Que risque-t-il? Que risque-t-il? Il faut bien se rendre compte que soit ils ont commis des actes illégaux, et là la justice peut les poursuivre, soit on peut discuter de leur gestion, la commission peut arriver à la conclusion que leur gestion n'a pas été parfaite, mais tout dépend s'ils ont commis des illégalités ou non. Ils peuvent être remerciés et être virés, ça oui, s'ils n'ont pas commis de faute. Maintenant, la question, il est tout à fait normal de commencer par
l'audition des deux personnes qui ont pris en main Dexia en octobre 2008. Puisque la première question que le Parlement se pose, une des premières questions que le Parlement se pose, c'est pourquoi a-t-il fallu démanteler Dexia cette année-ci? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu le faire en 2008? Est-ce que le plan de 2008 qui était d'essayer de sauver les meubles, de faire le gros dos, est-ce qu'il aurait pu réussir? Est-ce qu'effectivement Mariani et Dehaene n'ont pas fait ce qu'il fallait, ou ont-ils fait ce qu'il fallait, et ont-ils été dépassés par les événements? J'entends par là l'approfondissement de ce qu'on appelle la crise des dettes souveraines en Europe, qui a mis Dexia dans une situation difficile. Qui a mis Dexia dans une situation intenable parce qu'elle était déjà dans une situation extrêmement complexe. Donc on ne va pas faire de procès d'intention, on va attendre justement les résultats et les conclusions de cette commission. GG poursuit en disant la commission va encore se tromper de cible, il faut aussi interroger les cadres et surtout les cadres aux carrières fulgurantes. Donc en deçà de M. Mariani et de M. Dehaene, bien sûr il y a tous ces cadres avec parfois des salaires assez élevé pour utiliser un euphémisme. À ce sujet aussi, Flappy fait allusion au fait que la présidente donc de la commission, oui, qui est Madame Marie-Christine Marguem, veut également se pencher sur ce qu'on appelle les fameux bonus et autres parachutes dorés. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que là quelque part la commission ne va pas un petit peu sortir de ses prérogatives? On se pense sur les bonus et les parachutes dorés, c'est une nécessité. Nous vivons dans un système qui est par moments à vomir, pour le dire très simplement, et que tout le monde peut le comprendre, où des patrons qui plantent leur entreprise sortent avec des parachutes dorés très élevés. On peut s'interroger aussi sur le fait que M. Mariani, par exemple, a touché un bonus non négligeable. Maintenant, il y a renoncé, mais avait touché un bonus non négligeable pour l'année 2010, alors que la banque était toujours en restructuration. Vous avez des chiffres encore en tête? Non. Je veux dire... Mais je pense que c'est pas la priorité. On peut aussi s'interroger sur la pension de l'ancien président de Dexia, le français Pierre Richard. Ce n'est pas le comique, c'est le banquier. Vous faites bien de le rappeler. Oui, je fais bien de le rappeler. Aussi énorme, alors qu'on peut se poser des questions sur la gestion et sur ce qu'il a fait dans la banque. Je pense que chez Dexia, dans le cas de Dexia, il y a 3 questions qui se posent. La première, c'est comment Dexia en est-il arrivé à avoir besoin du soutien des États en 2008 parce qu'elle était clairement au bord de la faillite. Ça, c'est une question importante à se poser. Pourquoi Dexia en est arrivé là? D'autres banques ont eu des problèmes, certes. Fortis en Belgique, c'est une autre histoire. Mais quand on prend les pays européens en général, toutes les banques n'ont pas été dans les difficultés. Donc pourquoi Dexia, la banque des communes, l'ex-banque des communes, était en difficulté? Là, je pense qu'il faut s'interroger sur la stratégie qui a été suivie. Très clairement, aujourd'hui, les accusateurs pointent sur les anciens patrons. Donc Pierre Richard, le français, qui était administrateur délégué, donc qui dirigeait effectivement la banque jusqu'en 2006 et puis qui est devenu président du conseil d'administration en 2006, jusqu'en 2008, sur Axel Miller, qui en 2006 a succédé à Pierre Richard comme directeur exécutif de la banque, mais aussi peut-être sur François Narmon, le Belge, qui était alors patron du Crédit Communal et qui a été l'un des pères de la fusion avec le Crédit Local français. Tous ces gens vont être entendus par la commission? Mais je l'espère. Tout de même, quand on sait que, et ça c'est des chiffres donnés par le gouverneur de la Banque nationale de Belgique, quand on sait que Dexia entre 2006 et 2008 a accumulé un portefeuille obligataire, j'ai retenu les chiffres, le portefeuille obligataire pesait 70 milliards d'euros en 2006, a dit M. Cohn. En 2008, il était à 255 milliards d'euros. Pour donner un ordre de grandeur, la dette publique belge est de 350 milliards d'euros. Donc Dexia a accumulé un portefeuille de titres obligataires de bonne qualité, certes, mais énorme, qu'il finançait à court terme. Donc il devait chercher régulièrement l'argent sur les marchés financiers, sur les marchés interbancaires. Donc il a pris un risque énorme entre 2006 et 2008, alors que la crise financière, les premiers signes de la crise financière, ont eu lieu à l'été 2007, à partir de l'été 2007. Le grand public n'en a peut-être pas été conscient, mais les gens qui travaillent dans la finance, les régulateurs, étaient conscients que des problèmes s'amoncelaient et pouvaient déboucher sur une crise grave. Bon, donc la première chose à faire, c'est de comprendre pourquoi Dexia a suivi cette stratégie, pourquoi les patrons de Dexia ont
mis en œuvre cette stratégie? Pourquoi le régulateur, la Banque nationale de Belgique, la Commission bancaire et financière, aujourd'hui devenue FSMA, n'ont visiblement rien dit? Et pourquoi les administrateurs ont, semble-t-il, laissé faire une stratégie qui s'est avérée dangereuse? Ça, c'est la première question. Comment Dexia en est arrivé là? Donc là, c'est-à-dire se trouver à la fin du mois de septembre 2008, après la faillite de la banque d'affaires américaine Lehman Brothers, en situation où elle ne pouvait survivre qu'avec l'apport d'argent public. Comment Dexia en est arrivé là? C'était votre première question. Ça, les deux autres, vous avez parlé de 3 questions. La deuxième question, c'est de comprendre comment ce qu'ont fait Jean-Luc Dehaene et Pierre Mariani. Donc, en septembre 2008, fin septembre 2008, les gouvernements virent littéralement M. Richard, M. Biller, gens qui ne sont plus aptes. Je vous l'ai dit, ils virent M. Richard, mais ils donnent une pension colossale. J'ai oublié le chiffre, j'aime autant, ça ferait râler tous nos internautes. Effectivement. Nous aussi d'ailleurs. Nous aussi d'ailleurs, c'est colossal. Alors qu'on peut se poser la question s'il n'a pas sérieusement planté la banque. Bon, mais la question qui se pose après, Dehaene et Mariani prennent les commandes, on leur demande de prendre les commandes. Mariani est imposé par Nicolas Sarkozy, c'est très clair. La France impose un de ses hommes, soit. Est-ce qu'ils ont fait ce qu'il fallait? Bon, je vous l'ai dit, Dexia avait un portefeuille obligataire énorme. Il était de bonne qualité, mais il était invendable. Et surtout, Dexia devait le financer à court terme, à un moment où les banques ne voulaient plus se prêter d'argent entre elles. Donc, ils ont dû faire réduire ce portefeuille, ils ont dû essayer d'assainir le groupe, de le faire maigrir pour le rendre viable. Ils n'y sont pas parvenus. Est-ce uniquement, comme l'ont dit Dehaene et Mariani, la faute à la crise des dettes souveraines? À partir de 2009, donc la crise grecque, puis 2010 ça va, mais à partir du début 2011, il est clair qu'avec l'extension de la crise qui commence à toucher l'Italie, l'Espagne, qui a déjà touché l'Irlande et le Portugal, il est clair que là, Dexia est dans une situation intenable, qui amène effectivement au démantèlement décidé il y a début du mois d'octobre. Et votre troisième question dès lors? La troisième question, elle porte sur le démantèlement. Fallait-il démanteler? Est-ce qu'il aurait fallu le faire plus tôt? Et effectivement, ça rejoint l'une des questions d'un de nos internautes que vous m'avez lu tout à l'heure. Dexia Bank Belgique est-elle Donc sauvée? Luc, voilà, vous demande, Dexia va-t-il finalement changer de nom, et comment la banque va-t-elle recentrer ses activités? Son avenir est-il assuré pour autant? Alors, il est clair